et à tous, ici Chloé Lamont pour une nouvelle émission qui se nomme Un café avec Chloé. Donc, lors de cette émission, vous verrez deux entrevues. Donc, on va commencer avec Amélie Drainville, qui est co-porte-parole pour Québec solidaire, section Berthier. Et ensuite, on va s'enligner avec Yves Perron, qui est député Berthier-Masquinongé. Donc, bonne émission à vous. Donc, on va parler un peu, il y a eu une pétition à Saint-Michel pour la mine. Donc, peux-tu nous expliquer en fait pourquoi cette pétition-là? Oui, bien en fait, Québec solidaire Berthier a tout récemment lancé une pétition pour s'opposer au décret d'autorisation qui a été donné par le gouvernement du Québec, puis plus spécifiquement le ministre de l'Environnement, au projet minier Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Puis, pourquoi on a lancé une pétition? Bien, pour toutes sortes de raisons. Pour résumer, c'est que le processus qui a mené à ce décret-là d'autorisation a été complètement bâclé. Premièrement, la communauté Atikamekw s'est prononcée contre le projet, puis n'a pas pu se prononcer pendant les audiences du BAP. Parlant de ces fameuses audiences, le BAP a soumis un rapport au mois de juillet dernier qui était assez dévastateur, qui demandait 8 études complémentaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc, des études hydrogéologiques, des études sur l'impact sur le système de santé, les services qu'il y a à Saint-Michel-des-Saints. Donc, toutes ces études-là n'ont pas été rendues publiques. Donc, nous n'avons aucune idée si le ministre a pu les recevoir et les prendre en compte avant de rendre sa décision. Donc, on se demande si le BAP sert à quelque chose finalement, parce qu'il n'y a pas de pouvoir décisionnel, il y a seulement un pouvoir de recommandation. Puis, si le ministre ne tient pas en compte les recommandations qui lui sont fournies pour bien protéger notre environnement, bien, on se demande à quoi ça sert d'avoir un BAP finalement. Le BAP est supposé protéger la population puis l'environnement contre des dérives d'entreprises qui pourraient intentionnellement ou non être malveillantes. Donc, c'est un processus qui est fondamental, mais si on ne respecte pas ces recommandations, il y a quelque chose qui achoppe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre élément qui ne fonctionne pas dans le projet minier Nouveau Monde Graphite, c'est qu'il n'y a pas de clients pour l'instant. Donc, il n'y a pas de débouché. le promoteur n'a pas de clients pour son graphite. Puis, on ne sait pas finalement si ça va être rentable économiquement. Donc, ce que la CAQ nous propose comme projet de société présentement, c'est d'aller planter des bulldozers dans un endroit qui est un territoire des Atikamekw, que la population a été à moitié consultée parce que les villégiateurs n'ont pas été pris en compte dans le sondage. Une situation économique qui n'est pas favorable aux promoteurs. Donc, on va aller détruire l'environnement pour ne pas avoir de marché. On peut se poser des questions. Puis, au niveau du graphite aussi, on voit qu'il y a des nouvelles études qui sortent, comme quoi ce minéraux-là va peut-être, éventuellement, dans quelques années, être remplacé par des minéraux plus abondants pour faire des batteries électriques. En fait, pourquoi on a lancé cette pétition-là à Québec solidaire Berthier? C'est bien simple, c'est qu'on ne va pas détruire l'environnement à n'importe quel prix. L'électrification des transports ne se fera pas à n'importe quel prix. Ça doit se faire dans des balises très, très rigoureuses. Puis, présentement, avec le projet minier Nouveau Monde Graphite, les conditions minimales d'acceptabilité sociale et de conditions environnementales ne sont pas rencontrées. Puis, on est inquiet de ça. Puis une chose que je n'ai pas mentionnée également, qui est inquiétante aussi, c'est au niveau des finances puis des actionnaires de Nouveau Monde Graphite. Nouveau Monde Graphite, l'actionnaire principal présentement, c'est Pallinghurst. C'est une compagnie britannique multinationale qui cache son argent dans les paradis fiscaux. Donc, est-ce que c'est vraiment ça au Québec qu'on veut comme projet de société, avoir des compagnies qui viennent vider notre sous-sol puis qui vont cacher leur argent à l'abri de notre impôt? Je ne le crois pas, puis c'est une autre des raisons pour laquelle cette pétition-là était nécessaire. Donc, on pense que pour l'instant, les conditions ne sont pas rencontrées pour que ce projet-là aille de l'avant. Donc, notre pétition demande de procéder à différentes étapes, différentes mesures avant qu'on puisse aller à toute autre étape dans le projet, donc de revenir sur la décision du gouvernement de donner ce décret d'autorisation.
Puis présentement, est-ce qu'il y a plusieurs signataires? Est-ce que tu le sais? On vient tout juste de la lancer, donc on est au départ, mais je pourrais vous redonner éventuellement là, les chiffres de où on en est rendu avec la pétition. Il y avait déjà une pétition qui avait été lancée par des groupes d'opposants, la COPACH et l'Association de la protection du lac Taureau. Cette pétition-là a quand même plusieurs signataires, mais là, c'est une pétition qui est vraiment différente, en ce sens que ce n'est pas une pétition en général contre le projet de la mine de graphite, c'est une pétition contre le décret qui a été donné là, au mois de février dernier aux promoteurs. Donc, cette pétition-là, en fait, on l'a bâtie en collaboration avec les groupes citoyens qui nous ont donné leur avis sur le texte. Puis notre objectif avec tout ça, c'est de mobiliser la population contre ce décret-là qui a été donné, les allumer, les sensibiliser à cet enjeu-là qui a lieu sur notre territoire. Puis, éventuellement, on va peut-être au mois de mai faire une assemblée publique virtuelle sur, pas le choix en temps de COVID, sur le cas de Nouveau Monde Graphite, sur cette mine-là, sur les préoccupations que ça nous amène en termes de nos relations avec les peuples autochtones, en termes de paradis fiscaux, de lutte avec l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société au Québec, pour discuter également de transition énergétique, de quel genre de transition on veut. Est-ce qu'on va dans le modèle de la CAQ où on répand l'auto-solo électrique ou on va vers un modèle de société où on favorise le transport collectif électrifié? Fait que c'est un peu tout ça là, qui va être discuté. C'est beaucoup d'enjeux. Puis il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir collectivement à ces enjeux-là. Puis avec des députés, avec la coalition, des coalitions d'opposants, bien, une assemblée publique virtuelle va permettre d'aller en profondeur dans ces enjeux-là, de répondre aux questions du public, d'éveiller les consciences sur cet enjeu-là. Puis, espérons-le, de gagner notre combat là, contre le décret qui a été donné. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Yves Perron, qui est député de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour. Bonjour à vous, Madame Lemont, ça va bien? Et vous? Tout à fait. Oui, donc, vous avez été reconduit comme candidat du Bloc québécois dernièrement. Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait de votre bilan jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'on est satisfait, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on se représente encore. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les préparatifs en vue d'une élection. Nous, on ne veut pas d'élection au printemps, en tout cas, parce qu'on pense que ce n'est pas le temps, parce qu'on est encore dans la COVID, mais ce n'est pas nous qui contrôlons l'agenda, c'est le gouvernement. Et on a bien l'impression que le gouvernement risque de déclencher l'élection lorsqu'il va présenter le budget. Donc, on est prêt. Et puis, s'il y en a une tout de suite, on sera là. Puis, si elle est à l'automne, ce qui serait peut-être plus souhaitable, on sera là aussi. Mais dans tous les cas, on procède aux préparatifs. Donc, on nomme nos candidats dans les différentes circonscriptions. Et c'est ce qu'on a fait dans mon cas le 14 mars dernier. Parfait. Puis en quoi, justement, la prochaine élection pour le Bloc va porter? Sur quoi, en fait, ça va porter? C'est mieux comme question. Mais en fait, c'est très différent de la dernière fois. Hein. Si vous vous souvenez, 2019, on était considéré comme renaissant de nos cendres. On avait eu la crise de leadership, et ainsi de suite, et c'était pas clair qu'est-ce qu'allait être notre performance. Or, on a su se ressaisir dignement, nommer un chef flamboyant qui a déclassé tous les autres dans la campagne. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va se produire encore parce qu'il n'y a pas personne encore pour compétitionner au niveau de Yves-François Blanchet. En tout cas, une opinion partisane peut-être, mais c'est ma vraie opinion. Il est vraiment excellent. Et c'est ça. Fait que le contexte va être différent. C'est sûr qu'on s'attend à être un peu plus attaqué que dans la campagne antérieure par les adversaires. Mais notre bilan n'est pas gênant, au contraire. On a été très constructif. Et dès le départ, même avant la pandémie, on avait réussi, entre autres, à protéger l'aluminium dans le cadre de la CEUM.
On avait réussi à bloquer le financement de la contestation de la loi sur la laïcité québécoise par le fédéral. Et quand on est tombé dans la pandémie, bien, juste avant, il y a eu la crise de la grève du CN, où on a quand même été important dans notre rôle de médiation, pour on a essayé d'améliorer la situation. Puis ça a été bien difficile, ça, pour nos producteurs agricoles qui devaient sécher les grains. Ensuite, il y a eu les Wet'suwet'en, la crise autochtone, dont peu de gens parlent maintenant, mais ça a été quand même très intense comme période. Et pendant cette période-là, justement, pardon, c'est là que Yves-François Blanchet a démontré toute sa force en proposant une gestion de la crise qui soit intelligente et rapide, de retirer les agents de la GRC, de la réserve, et ainsi de suite. Et ça a pris plusieurs semaines avant que le gouvernement libéral ne suivent nos recommandations. C'est bizarre, hein? Ça s'est résorbé au moment où nos recommandations ont été mises en place. Puis là, évidemment, est venue la crise de la COVID. Et pendant la COVID, nous avons collaboré de façon assez serrée avec le gouvernement parce qu'il fallait le faire, parce que c'était une situation de crise nationale où les gens de l'opposition devaient travailler de façon constructive. Puis nous, de toute façon, on était arrivés à Ottawa avec cette optique-là. Donc, que ce soit de rendre la PCU incitative au travail, que ce soit de voter une aide aux frais fixes pour les entreprises, l'aide au loyer, entre autres, ce sont toutes nos propositions. Et on en fait encore des propositions. Puis là, actuellement, on fait des propositions très importantes d'augmenter les frais les transferts pour les frais de santé du fédéral. On le demandait avant la pandémie et c'est encore plus urgent maintenant. On est là aussi au front, au fédéral, pour prévenir les empiètements du gouvernement fédéral. Quand on parle de santé, on parle de normes nationales dans les CHSLD. Ce n'est pas d'autres normes dont on a besoin. C'est les moyens d'appliquer les normes qu'on a déjà dont on a besoin. Puis ça, bien, ça s'appelle du financement, ça s'appelle du personnel qualifié sur place. Le gouvernement du Québec a pris des actions, je pense, assez concrètes, entre autres avec la formation de côté financier. Donc, on travaille là-dessus de façon très forte. Nos aînés aussi. On martelait le message avant la pandémie, une augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois. On pense que c'est raisonnable, c'est plus que raisonnable. Et on le demande encore et on le demande encore plus qu'avant, parce que les personnes aînées sont les gens qui ont été les plus touchés par la pandémie et ce sont eux qui ont été le moins soutenus. On a réussi à obtenir un versement de 300 $, 200 $ de plus pour ceux qui sont sur la sécurité du revenu, mais ce n'est pas suffisant, c'est un paiement unique. Ce qu'il faut, c'est un 110 $ par mois pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là et soutenir la relance économique parce que ça va prendre de l'argent dans notre économie. Et si on augmente de 110 $ pour les aînés, bien, eux, ils ne mettront pas ça dans un fonds de retraite. Là. Ils en ont besoin maintenant. Ils vont le mettre dans les commerces. On est sorti la semaine dernière pour inciter le gouvernement fédéral à mettre des mesures pour soutenir les petites PME, pour garder le visage de nos petits villages vivants, justement. Alors, tout est relié. Je parle longtemps, n'hésitez pas à m'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bien, c'est correct, là. Oui, moi, j'aime ça, faire ça dans les entrevues, de toute façon, comme je disais, laisser la parole à ma source, là, si je peux le dire comme ça. Parfait. Donc, on peut dire que le Bloc québécois est d'attaque, justement, pour les prochaines élections. Ouais. Ah, bien sûr, on est d'attaque, on est prêt. C'est de la politique, hein, Mme Lemont. Fait qu'on peut pas rien prendre pour acquis. Puis il faut rester, c'est important de ne pas se croire là-dedans. Puis moi, je dis toujours à la blague aux gens que je rencontre, ça fait pas tellement longtemps qu'on est là, hein, ça fait 1 an et demi, moi, que je suis un député, là, je suis un prof de secondaire à l'origine. Là. Et je dis tout le temps aux gens, moi, je veux rester un gars ordinaire, puis je ne suis pas un vrai politicien, je ne veux pas en devenir un. Je suis là pour servir. Je pense que ce qu'on a fait, c'est très pertinent. C'est ça qu'il faut présenter à la population. Seulement, quand je dis qu'il faut rester humble dans tout ça, c'est qu'il faut reconnaître que le pouvoir final, la décision, c'est pas moi qui va apprendre. Ce sont les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. J'espère que ce qu'on a pu faire, malgré le contexte de pandémie, a été assez représentatif de ce qu'on pourra faire après pandémie. Puis on remet ça dans les mains des électeurs, mais on est toujours prêt pour l'élection, pas de problème. On n'a pas honte de notre bilan, bien au contraire, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, on utilise ce slogan-là présentement, là. Fiable et fier. Fiable, on vous avait dit qu'on s'en allait à Ottawa de défendre, porter la voix du Québec, défendre nos intérêts. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Et fier, parce qu'on a livré
ce qu'on avait promis, puis on va continuer de le faire. Parfait. Là aussi, j'ai vu l'Internet haute vitesse. Je pense que Trudeau a annoncé que ça serait mis. Ça, est-ce que Ouais. justement, ça va être éventuellement partout ou comment ça? Ben, vous savez comment on a travaillé là-dessus, c'est épouvantable. Puis Berthier-Maskinongé, c'est immense, ça c'est 36 municipalités. Puis d'avoir à peu près 12 problèmes Internet différents. Tout dépendant de quel coin, de quel MRC on se trouve, de quelle entreprise est sur place. Même dans des municipalités qui sont déjà desservies, il y a des bouts de rue qui ne sont pas desservis. C'est un casse-tête épouvantable, mais on y va au cas par cas, puis on essaie de pousser le maximum. Et ce sur quoi on a travaillé beaucoup à Ottawa, c'est de faire comprendre au gouvernement fédéral que ce n'était pas pertinent de relancer un autre programme. Les autres, ils voulaient lancer un autre programme là, avec un échéancier, je pense, 2026. Là. Beaucoup trop loin. Là. Québec a déjà un programme en place où l'échéancier, c'est fin 2022. Tout le monde est sur Internet haute vitesse. C'est déjà loin, fin 2022. Là. Il aurait fallu que ce soit fait en 2021. Fait qu'on n'ira pas plus loin que ça. Fait que ce qu'on disait, c'est arrêter d'essayer de repartir un nouveau programme avec un drapeau rouge dans le coin du chèque, là, puis transférer l'argent à Québec. Québec a un programme et Québec a besoin d'argent. D'ailleurs, le premier ministre Legault l'a déjà manifesté. Il était impatient. À un moment donné, il a lancé les travaux. Il dit, je suis tanné, j'attends plus après le fédéral. Mais nous, on est là pour que ça bouge au fédéral aussi. Donc, je pense que l'annonce d'aujourd'hui va aller dans ce sens-là, je l'espère. Honnêtement, ils sont comme en train de faire ça présentement. Je n'ai pas les détails. Mais c'est ce qu'on souhaite ardemment, là, que les sous soient mis où est-ce que là où les programmes existent déjà, puis qu'on accélère la cadence. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes de ressources sur le terrain aussi dans l'Internet. Donc, quand on pense à dans certaines MRC, il y a des sous-contractants, des fois, les travaux ne vont pas vite au goût des dirigeants, mais il faut avoir les équipes pour dérouler les fils, il faut avoir le matériel technique. Et là, ben, on a débloqué beaucoup de sommes d'argent en même temps partout sur le territoire. Ça a créé une rareté de ressources. Mais tout le monde fait tout en son possible pour que ce soit le plus rapide. Et en 2021, on ne peut pas se passer d'Internet haute vitesse, vous le voyez. Là. Pendant l'entrevue, tantôt, ça m'a écrit encore dans l'écran Your connection is unstable. Puis je suis dans le centre-ville de Louisville. Là, que, je suis à haute vitesse ici. Là. Fait, comment ça se fait que ça m'écrit ça? Imaginez-vous dans le fond d'un rang. Ouais. Voilà. Ça l'a un petit peu justement buggé, ça a comme fait concrète, ça a pris un peu de temps avant que l'image en vienne, mais il n'y a pas eu rien de majeur, mais justement, on voit la technologie, c'est là qu'on voit ce beau la première fois. Écoutez, des fois, on est dans les bâtiments de la Chambre des communes à Ottawa, sur la colline, dans nos bureaux, puis il y a des petits ralentissements. Là. Fait que, c'est sûr que c'est beaucoup plus sollicité que ça l'était dans le passé comme réseau, mais d'où l'importance de les moderniser au plus sacrant, pour rester poli. Oui, c'est ça, exact. Là, c'est ça, cette année, avec la pandémie, on s'en rend compte à quel point c'est important, là, l'Internet tout court. Là, il nous faut un moyen de communication. Ben, c'est hallucinant quand on n'a pas. Là, ça doit être assez dur à être coupé hors. Oui, puis les gens qui sont mal desservis doivent avoir recours aux services satellitaires ou encore des bases cellulaires, puis là, ça leur coûte une fortune. C'est important. On continue à pousser. Parfait. Puis sinon, est-ce qu'il y a autre chose peut-être que vous vouliez rajouter que je n'aurais pas parlé? Ben, écoutez, là, on est dans une semaine parlementaire cette semaine. Ensuite, il y aura une relâche de 2 semaines. Il y a beaucoup de journées d'opposition cette semaine. Je ne sais pas si vous avez fait le saut, tout comme moi, de voir que le Parti conservateur en fin de semaine ne voulait pas reconnaître la réalité des changements climatiques. Je ne peux pas croire qu'on soit encore là. Ça, c'est le même parti politique qui refusait de voter notre loi sur la protection de la gestion de l'offre jusqu'à la dernière minute et qui ont décidé d'appeler un vote libre au moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout seuls à voter contre parce qu'on avait réussi à convaincre le gouvernement de voter avec nous. Et là, finalement, les députés du Québec ont voté avec nous. Mais ça faisait 3 mois qu'ils nous disaient que notre projet de loi n'était pas bon. C'est drôle, ils ont voté pour au bout de ligne. C'est ça. Je suis quand même fier de ça, d'avoir réussi à rallier les députés du Québec parce que c'est sûr qu'il y a de la partisanerie dans ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, des questions de fond comme la protection du modèle de gestion de l'offre pour l'occupation du territoire agricole au Québec, ça, c'est le genre de questions qui devraient être traitées de façon non partisane. Tout le monde ensemble, dans le même sens. On ne regarde pas de qui vient le projet de loi. On ne vote pas s'il est bon pour notre monde. C'est ça qu'on fait, le Bloc
Et c'est ce qui me rend fier d'être un député du Bloc. Moi, je suis très, très fier de ma formation politique, de mon chef, de la députation. On a 32 députés qui sont excellents, puis un esprit de solidarité entre nous, là. Une collaboration, on travaille en équipe, c'est tellement agréable, Madame Lemond, là, on a juste hâte de pouvoir y retourner comme il faut, puis d'être en post-pandémie, là. Oui, c'est De ça. pouvoir se prendre dans nos bras de temps en temps, puis se serrer la main. Ça me semble que ça va faire du bien. Mais bon, c'est ça. Donc, on travaille fort là-dessus dans les prochaines semaines. Moi, j'espère pouvoir faire avancer ce projet de loi-là, tout comme le projet de loi C-208, qui est un projet de loi conservateur qui vise à rendre les relèves agricoles plus faciles, parce qu'actuellement, un agriculteur qui vend ses terres à un étranger, c'est beaucoup plus payant pour lui de faire ça que de vendre à quelqu'un, à un de ses enfants ou à quelqu'un qui lui est apparenté. Ça, c'est un non-sens total. Ce qu'on veut, c'est la poursuite des entreprises familiales. C'est des technicalités fiscales qui ont été ajustées à Québec qui ne sont pas encore à Ottawa, parce qu'Ottawa est tout le temps un petit peu en retard. Au niveau avant-garde, hein, au niveau progressisme, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour un saccage. Donc, on essaie de rattraper le retard, mais ça, c'est un projet de loi qui est important, qui doit passer aussi. Puis comme je vous disais tantôt, nous, on ne regarde pas de quel parti politique émane notre projet de loi. On regarde s'il est bon pour notre monde. S'il est bon pour notre monde, on le soutient. Voilà. C'est un peu ça aussi, je pense, la politique. Là. Vous êtes un peu là pour les citoyens, veut pas, je pense. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça soit pour l'ensemble. Les citoyens, peu importe de qui ça vient. C'est ça. Moi, je dis, si on n'est pas là pour les citoyens, on n'a pas d'affaires là. C'est ça. C'est ça la job. Fait qu'il faut défendre notre monde. Exact. Mais parfait. Parfait. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est ça, on a parlé. J'avais une question, mais vous avez répondu au début pour savoir justement quand est-ce que vous pensez que les élections pourraient être déclenchées. Mais ça, on ne le sait pas. Hein? Tout ce que je vous dis, c'est des suppositions qu'on se fait entre nous. Là, mais nous, on soupçonne, surtout avec des genres d'annonces comme l'annonce Internet qu'on a aujourd'hui. Là. Je sais que Mme Bibeau faisait une la semaine dernière pour le monde agricole, elle va en faire une autre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces qui succèdent, beaucoup de petites parades médiatiques. Vous avez vu sur le transport électrique aux autobus Lyon la semaine dernière. Donc, ça sent on veut paraître bon et fin, on distribue des chèques parce qu'on s'en va en élection, puis on se dépêche d'en faire pendant qu'on a le temps, parce qu'en campagne électorale, évidemment, ils ne peuvent pas faire d'annonces gouvernementales. On est comme en expectative. On attend. Mais moi, je souhaite que les gens dans les mains de qui repose cette décision-là ne prennent pas cette décision-là de façon partisane en se disant on y va maintenant, on est sûr qu'on a un gouvernement majoritaire, mais qu'ils le prennent de façon sécuritaire en se disant maintenant, on peut aller en élection parce que la pandémie est contrôlée, il n'y a pas de risque pour notre population. Puis même au-delà du risque, ce n'est pas juste que les gens soient à risque ou pas, c'est que les gens se sentent en sécurité. C'est important aussi. Il y a un aspect de santé mentale, ainsi de suite, parce qu'on ne voudrait pas d'une élection où on se retrouve avec un taux de participation famélique parce que les gens avaient peur de sortir et ne sont pas allés voter. Tout le monde perd là-dedans. Là. Donc, je souhaite ardemment qu'on prenne de sages décisions de façon non partisane, même si des fois, c'est bien difficile d'obtenir ça dans le monde politique. Ouais. On va croiser les doigts que ça soit effectivement fait après, si on peut s'en sortir, là, mais après cette pandémie, ou du moins, on va dire après le gros de la pandémie. Voilà. Mais la lumière s'en vient au bout du tunnel. Il ne faut pas désespérer. Là, puis, message peut-être d'espoir aux gens de la maison. Là. On continue. Je sais, moi aussi, je suis bien tanné. Puis tanné, c'est comme pas tout à fait fort. On est bien écœuré, je dirais, de ces mesures-là, puis de ne pas voir les gens qu'on aime, ainsi de suite. Mais il n'en reste pas long. Et les vaccins rentrent, là. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça rentre avec un meilleur rythme. Puis les campagnes de vaccination, je pense, bon train. Je pense que le gouvernement du Québec a bien organisé les choses. Là. C'est en train de se déployer de plus en plus rapidement. Un jour, ce sera notre tour. Quand ce sera mon tour, vous pouvez être sûr que je vais aller me faire vacciner. Mais je ne veux pas passer en avant de personne. Oui, c'est ça, il faut qu'on attende notre priorité. Voilà. Puis là, tu m'avais parlé aussi d'un plan de relance pour Québec solidaire. Peux-tu me parler un peu c'est quoi? Oui, avec plaisir. Dans le fond, Québec solidaire, un peu en réaction à tout ce qui s'est produit pendant la pandémie, les réflexions collectives qu'on a eues sur
quel genre de société on voudrait avoir après la pandémie pour pas que des situations comme ça se reproduisent, bien, on a proposé à la population un plan de relance qui s'appelle « Se relever ensemble ». Puis, il y a une vingtaine de mesures dans ce plan-là pour se relever de la pandémie puis essayer de faire une transition vers une société, un Québec qui va nous ressembler, puis qui va être avantageux pour tout le monde. Donc, qui va permettre l'égalité entre les hommes et les femmes, qui va permettre d'avoir des bonnes relations avec les peuples autochtones, qui va permettre une justice sociale, qui va permettre de faire une transition écologique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été considérés. Puis, si je vous présente quelques mesures fortes là, de ce plan-là, bien évidemment, on a notre mesure Pharma-Québec qui est fort populaire. Donc, Pharma-Québec, l'objectif, c'est qu'on ait ici au Québec un pôle de production de médicaments, un pôle de recherche pour faire de la recherche justement sur les médicaments au Québec, qu'on soit capable de les produire nous-mêmes, qu'on soit capable de produire notre équipement de protection médicale aussi par nous-mêmes. Donc, tout ça permettrait, si nouvelle pandémie il y avait, de se prémunir là, des aléas de la mondialisation qui nous ont mis en danger. D'ailleurs, c'est pas pour rien là, que ça a pris un an avant que les infirmières et les travailleuses du milieu de la santé aient accès à des masques N95. La recommandation par la santé publique a été faite dès le départ, puis ça a pris un an avant qu'il y ait accès, mais c'était minimal pour les protéger. Fait que si on avait Pharma-Québec, on pourrait non seulement économiser de l'argent parce qu'on ferait des achats groupés de médicaments, donc on réduirait notre dépendance aux multinationales, mais aussi on serait beaucoup plus autonome. Donc, c'est vraiment un des éléments forts là, de notre plan de relance. Puis malheureusement, présentement, le gouvernement de François Legault, même s'il est d'accord avec le principe qu'il faut être plus autonome, bloque sans cesse les tentatives de Québec solidaire d'amener un débat sur cette question-là. Donc, c'est préoccupant, c'est très malheureux parce que je pense qu'on gagnerait à aller de l'avant avec ça. Ensuite, on a des propositions pour la santé mentale. Je pense que la santé mentale des Québécois et des Québécoises a été vraiment affectée par cette pandémie-là. Puis, on s'est rendu compte que le cerveau, ça fait partie du corps, comme les dents, mais tout ça n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc, je pense que quand les Québécoises et les Québécois ont des difficultés au niveau psychologique, ils devraient avoir accès facilement à des professionnels. Donc, ça, c'est une mesure qui est importante. Sinon, évidemment, créer des emplois verts, c'est fondamental. Puis, retisser les liens avec les Premières Nations. Là, on a vu que la dernière année était particulièrement difficile. On l'a vu ici avec le cas de Joyce. Ça a été très difficile pour la communauté de Manawan, pour les Atikamekw, pour les gens de la région de la circonscription de Berthier, de Joliette. Puis, dans l'ensemble du Québec, les gens ont été choqués. Je pense que c'est la première fois qu'on voit une réelle solidarité tissée avec ces gens qui ont habité le territoire bien avant nous. Donc, ça va être fondamental dans les prochaines années de réellement appliquer les principes qui ont été élaborés depuis la commission Vient pour se réconcilier puis aussi bâtir des ponts avec les peuples autochtones. Donc, évidemment, ça fait partie de notre plan de relance. Puis, il faut mentionner que nous, on va continuer de pousser pour que le principe de Joyce soit appliqué. Principe de Joyce qui a été élaboré par les Atikamekw eux-mêmes quand Joyce est décédée pour qu'on s'assure qu'il y ait une médiation culturelle qui soit faite dans les établissements de santé pour que les Atikamekw puis les autres peuples autochtones puissent recevoir des services en étant capables d'interagir avec le personnel de la santé, ce qui n'est pas toujours le cas quand il n'y a pas personne qui parle leur langue dans les services. Donc, on va travailler là-dessus de notre côté, là. Mais bon, un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique à la base, c'est assez complexe de travailler alors qu'on ne s'entend même pas sur c'est quoi qu'il faut travailler. Donc, on jugera sur les actions. Puis, bref, tout plein de mesures qui sont proposées dans notre plan de relance. Évidemment aussi, la lutte contre GNL Québec. On a vu cette semaine que ça a beaucoup progressé avec le BAP
qu'il y a eu un rapport dévastateur là, contre le projet de GNL Québec. Il n'y aura pas de retombées économiques pour le Québec. Ça va augmenter les gaz à effet de serre. Ça ne nous aidera pas dans la transition énergétique. Je pense que le BAP a été assez clair. Donc, il est temps que le gouvernement caquiste dise non à ce projet-là. Donc, tout cela étant dit, comment on va payer ça, ces belles mesures-là? On dit toujours, Québec solidaire, les pelleteux de nuages, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais on est toujours les seuls à chiffrer nos mesures. Donc, nous, ce qu'on dit, contrairement à la CAQ qui ne veut pas augmenter les impôts ni couper dans les services, on ne sait pas quelle magie ils vont faire. Nous, on dit, on veut augmenter les services, puis on va vous dire comment on va payer ça. Donc, la mesure phare de notre plan de relance, c'est l'impôt de pandémie. L'impôt de pandémie, c'est un impôt temporaire qui va être sur les grandes fortunes. Les chiffres exacts, là, je pense que c'est 1 des grandes fortunes, donc les gens qui possèdent plus d'1 million de dollars en actifs et en passifs. Au niveau des entreprises, c'est toutes les entreprises qui ont bénéficié de la crise. Si on prend l'exemple des GAFAM, toutes les compagnies du web, eux autres, pendant qu'on était tous en virtuel, ils ont fait énormément d'argent. Puis, nous, c'est ça, on a profité des services, mais on n'a pas fait les profits que ces compagnies-là ont fait, puis ils n'ont pas payé plus d'argent. Surtout les GAFAM, en plus, ils ne payent pratiquement rien comme impôt au Québec. Fait aller chercher cet argent-là, faire contribuer les entreprises qui ont beaucoup gagné de la pandémie aussi, comme les Walmart de ce monde, là, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on ne va pas mettre à terre ces entreprises-là. Puis, c'est un peu comme un impôt de guerre. Là, une pandémie, ça n'arrive pas tout le temps. Puis là, on a besoin de relever nos services publics parce qu'ils ont mangé une claque. Les profs sont à bout. Les travailleurs, les travailleuses de la santé sont à bout. Donc, nos deux piliers du système public au Québec, l'éducation et la santé, sont présentement la langue à terre, puis on a besoin d'investir l'argent si on veut embaucher plus de personnel puis relever nos services publics. Donc, on a besoin de faire ces investissements-là. On a besoin d'argent pour le faire, puis il faut aller le chercher dans les poches de ceux qui l'ont, l'argent. Donc, c'est ce qu'on va faire avec l'impôt de pandémie, entre autres. Il y a d'autres mesures, mais essentiellement, quand on propose quelque chose, habituellement, c'est équilibré, là, comme notre plateforme de 2018, le plan de relance permet de... On sait que les mesures pour aller chercher de l'argent, faire des revenus, sont équivalentes aux dépenses qu'on a proposées. Puis ça, ce plan-là, il est disponible, exemple, que je veux faire un petit résumé ou faire un petit graphique? Oui, exactement. Le site, c'est plan.québecsolidaire.net. Donc, vous allez sur ce site-là, vous allez voir tout le détail des mesures, tout le détail aussi des revenus qui vont permettre de financer ce plan-là. Puis, vous pouvez même signer un appui au plan de relance si vous êtes d'accord avec les propositions. Parfait. Puis là, on va changer, on va parler de Visitation l'île du Pas, donc tu es une citoyenne de l'île du Pas. L'année passée, tu étais censée te présenter comme conseillère. Donc là, la question, est-ce que tu vas te représenter cette année? Et dans l'air? Oui, c'est ça la question. Bien, honnêtement, j'ai été vraiment déçue de ne pas pouvoir terminer mon élection partielle. J'y avais mis beaucoup d'énergie. Un peu de sous aussi, là, de gens qui m'avaient donné du financement pour faire cette campagne-là. Fait que j'étais vraiment déçue, moi qui vais toujours au bout de mes projets, de ne pas être capable de le terminer. Mais bon, on peut comprendre avec la situation que c'était pas idéal. Mais la question étant, est-ce que je veux me représenter? La réponse, c'est oui. Après ça, comment ça va devenir, en équipe ou pas, on est en train de, je suis en train de réfléchir à ces questions-là. Puis, je vais sûrement avoir des meilleures réponses là, dans quelques semaines ou mois. Mais pour l'instant, je réfléchis à c'est quoi les meilleures options là, pour faire lever le changement à l'île du Pas, là, parce que on sent que présentement, l'actuel conseil est assez conservateur, pas très ouvert aux idées environnementales, qu'elles soient bénignes ou non. Là. Donc, je vais voir c'est quoi la meilleure façon de s'engager, mais me présenter est une option fortement envisagée présentement. Là, ouais.
Parfait, merci. Puis, quant à ta visitation au Dédupas, il y a une forêt nourricière que tu as partie. Comment ça se passe? Oui, bien, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le projet de la forêt nourricière avec le comité de l'environnement, puis l'administration municipale, puis notre coordonnateur de projet. Puis, ça va assez bien. À l'automne dernier, on a fini les plantations. Donc, la forêt nourricière est incomplète au niveau des végétaux, mais là, toute la partie récolte, premièrement, va commencer. C'est le moment qui est intéressant, mais aussi la programmation pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de rendre ça amusant puis de rendre ça accessible aux gens. Parce que c'est des connaissances que peut-être nos ancêtres avaient, mais qu'on a perdues au fil du temps. Fait qu'on veut faire découvrir ces plantes-là, puis le concept de l'écosystème de la forêt nourricière, de la permaculture aux gens. Puis, on va avoir toute une programmation d'activités pédagogiques là, qui devrait sortir prochainement, des activités qui vont être gratuites pour s'informer, pour découvrir c'est quoi une forêt nourricière, découvrir ce qui pousse chez nous à l'île du Pas. Puis, le parc est toujours ouvert au public. Les gens peuvent aller là, cet été sans problème s'asseoir sur la petite table à pique-nique puis manger leur lunch. Le paysage est magnifique. Donc, restez à l'affût de notre programmation. C'est sûr qu'on va avoir des activités aussi peut-être VIP pour nos amis de la forêt nourricière qui viennent donner un coup de main sur l'entretien. Puis sinon, il va y avoir toutes sortes d'activités intéressantes sur les bonnes, mauvaises herbes, sur la taille des arbres et arbustes. Donc, plein de choses variées. Restez à l'affût. Parfait, merci. Présentement,